médailles, 9 déjà engagés en lutte libre. Un succès éclatant qui surpasse ses performances aux Jeux d'Abidjan. Fini l'insupportable calvaire pour les habitants de Kindélé et Kimwenza. La route reliant les deux coins de la commune de Mongafula est de nouveau praticable. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est déplacé personnellement pour lancer aujourd'hui la réouverture de cette route longue de 7 km à la grande satisfaction de la population. Et puis nous parlerons de sépultures abandonnées, délabrées et certaines pierres tombales fissurées. Nos cimetières affichent un tableau sombre constaté par les proches de morts qui se sont rendus aujourd'hui pour les honorer à l'occasion de la célébration de la journée des morts et des parents. Voilà tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes à cette édition du journal. La route Kimwenza-Kindélé, impraticable depuis 2016, de nouveau réouverte aujourd'hui. Plusieurs quartiers de ce coin de la capitale, notamment Matadi-Mayo, Sebo, Kimbondo et autres, désormais reliés à l'avenue bypass par cette route longue de 7 km qui débouche sur la gare de Kimwenza. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé lui-même ce mardi à la réouverture officielle. On en parle avec Fanny Kikoufi. Cette expression de joie des habitants résume mieux le degré de souffrance qu'ils ont pu endurer pendant de très longs mois. À un jet de pierre de colline inspiré, ces habitants de Kindélé, dans la commune de Mongafula, étaient depuis 6 ans confrontés à un sérieux problème de trafic rendant difficile leur quotidien. Cette route ici, il n'y avait même pas moyen de passer. C'était tellement difficile. Nous, on habitait en bas là-bas pour sortir, arriver ici, c'était difficile. Mais avec notre président, vraiment, il a fait l'effort de réhabiliter cette route. C'était vraiment un mauvais état. Nous étions vraiment dans une souffrance, même nous les étudiants, nous qui étudions ici à l'université de Kinshasa, on était vraiment dans une difficulté parce qu'on faisait souvent pied, nous étudiants ici sur le campus. Vous savez, de l'autre côté ici, il y a une grande école. Il y a le lycée de Kimwenza, il y a l'internat, il y a le collège et une grande bibliothèque. Mais c'était vraiment difficile. On n'arrivait pas à y accéder. Les enfants étaient abandonnés, les conditions d'études compliquées. L'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête du pays, a été perçue comme un début de soulagement pour la population de la cité Kindélé Kimwenza. Inscrit au programme d'urgence de 100 jours dans son volet infrastructure, c'est ce mardi 1er août 2023 que le président de la République a fait le déplacement en début d'après-midi pour procéder à la réouverture officielle de la route Kimwenza Mission reliant les quartiers Kindélé et Plateau Dallas, longue de 8 km, dont les travaux de réhabilitation ont duré plus ou moins 2 ans. Une satisfaction incommensurable de la population qui, sans aucune hésitation, a promis un deuxième mandat au premier des Congolais aux échéances électorales prochaines. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Tout ce que vous avez fait, on était abandonné tant des années, plus de 6 ans, plus de 7 ans. Donc on peut s'attendre mandat. Quand nous voyons ceci, ça nous motive encore et en 2023, nous allons encore lui donner nos voix. Donc qu'il soit rassuré que nous sommes derrière lui. Avant de poursuivre son agenda du jour, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu personnellement à se rendre compte de l'évolution des travaux de lutte anti-érosive, toujours dans le même quartier de Kindélé. Un ouvrage comme celui-ci, pendant 58 mois de travaux, plus de 40 millions de dollars. Exécuté à 80%, ce collecteur déjà construit à 360 mètres doit être parachevé avant le retour de la période pluvieuse, a instruit le chef de l'État. Et le président de la République a procédé ce mardi 1er août à la remise de médailles aux athlètes vainqueurs de 100 mètres chez les dames et messieurs de 9e jeu de la francophonie Mazé Makoumania. Le président de la République a effectué ce mardi 1er août le déplacement du Stade des Martyrs pour non seulement assister aux épreuves des différentes catégories d'athlétisme de 9e jeu de la francophonie, mais aussi et surtout pour remettre aux meilleurs classés des épreuves précédentes leurs médailles. Même si aucun Congolais n'a franchi les premiers tours et pour cause. Merci Fatih et puis merci vraiment la ministre des Sports. Les années, va préparer les francophonie, va préparer l'athlète. L'athlète va préparer le ministre des Sports, Papa Nabiso,
ameka pe kobongisa tous les disciplines ezonga ego ezaka te so bamoni foot nde batie mwa moyen biso mpe toza bakete nga naza classe handicapé ata na participe te mais naza na ngoya koloba autre fois ntango koya jeux olympique yango wana ezoya faut to préparer dire bameka mpe kolandela biso tous les disciplines azosenga mpena monsieur le ministre ezonga ego botya bamoyen po soki botyaki bamoyen avant nesi bango médaille de réussite. Merci beaucoup pour la première fois francophonie à Boissé Manamboka na biso. Vraiment tous les Congolais à la Simaya-Fati C'est chez les dames, les Ivoiriennes Koné et Jessica Lorraine Dibaye ont respectivement raflé la première et la deuxième place, synonyme de l'or et de l'argent. Natacha Ngoy de la République du Congo était à la troisième marche avec sa bronze arborée. Chez les messieurs, le Camerounais Emmanuel CCB vient de battre les records en réalisant la performance de ses 9e Jeux en parcourant le 100 mètres en 10 secondes 6 tierces au grand plaisir du public présent au Stade de Martyrs et son hymne national a retenti pour hisser haut son drapeau. À 6 jours de la fin de ces 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, l'engouement est resté comme au premier jour. 1er août, fête de parents et de morts en RDC, comme à l'accoutumée des familles consacrent l'avant-midi de cette journée à la visite et au nettoyage des tombes de proches déjà dans l'au-delà. Nous avons rencontré d'ailleurs, vous le verrez, la famille de feu Vincent Robert Boakem, une figure emblématique de l'UDPS décédée il y a de cela 15 ans, qui s'est plaint de l'état de la tombe de ces grands hommes d'État. Emmanuel la commissaire nous en dit un peu plus. Certes des émotions, mais la date du 1er août, l'on imagine, recrée ses liens terrestres. En RDC, ce moment est mis à profit pour remettre en surface les souvenirs de parents vivants ou morts. Ce mardi 1er août 2023, des milliers de Congolais, particulièrement les Kinois, se sont recueillis devant le tombe des êtres chers disparus. Les tombes sont généralement abandonnées et les services commis à l'entretien des cimetières n'existent presque plus. D'où ces travaux d'assainissement individuel pour honorer les défunts. Nous sommes venus entretenir le dernier demeure de nos très chers pour entretenir un peu la dernière demeure de ma grand-mère. La douleur est toujours là, ça ne passe pas. On est venu rendre ma visite, entretenir sa tombe, parce que ça fait depuis 2002. Avec nos prières, nous l'accompagnons toujours. Journée amère et lourde de chagrin pour la famille du feu Vincent Robert Boakem, l'un des pionniers fondateurs de l'UDPS, celui que l'on surnommait le lion Yancy, aujourd'hui resté dans les oubliettes. Un baobab à côté de sa tombe est en voie de la détruire, d'où les plaidoyers de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants pour que ce grand homme d'État et cadre de l'UDPS reçoive les hommages dignes de son rang. Il y a des implications autant administratives que financières. Les implications administratives, c'est quoi? Il y a des solutions pour mettre en état sa sépulture. Soit couper le baobab qui est ici pour ne plus menacer la tombe, soit exhumer et aller enterrer ailleurs. La journée du 1er août est en réalité dédiée aux parents vivants et morts en RDC, aux morts l'avant-midi et aux vivants les après-midi. 1er août, célébration de la journée des parents vivants et le décédé, la RTNC et l'IFACIC ont rendu hommage aux talentueux et professionnels de médias décédés pour le parcours élogieux réalisé de leur vivant sur cette terre. Reportage Chris Soumoula. Ils ont marqué d'une empreinte indélébile la profession du journalisme et le monde des médias en faisant couler sur la feuille blanche de l'encre de toutes les couleurs et le tableau noir avec la craie blanche à la main, parfois les craies de couleur pour d'autres. Ils sont ceux des professionnels des médias, tant publics que privés, produits de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFACIC, alors
Institut supérieur des techniques de l'information, ISTI, auprès de qui nous associons le corps professoral du temps de l'ISTI et de l'IFASIC, en marge des festivités marquant la célébration du Jubilé d'or, soit les 50 ans d'existence de cet alma mater, lesquels coïncident avec la date du 1er août à Kinshasa, journée dédiée à ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. C'est de cette manière que la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, en partenariat avec l'IFASIC, ont saisi l'opportunité en guise de rappel aux communs de mortels pour se souvenir, évidemment, des sacrifices endurés par ces derniers en dépit de quelques exploits et réalisations, lesquels ne resteront jamais lettre morte. Les générations futures diront, grâce à votre savoir-faire et être, la nation bénéficie des ressources humaines en quantité et qualité considérables dans les secteurs des médias et d'enseignement supérieur. Bien que morts physiquement, vos œuvres parlent de vous au présent de l'histoire pour l'éternité. Vous êtes donc les précurseurs de ce thème de la célébration de cet événement grandiose de 50 ans d'âge de l'IFASIC. Nous modelons la communication dans le pays. Allez, on va changer de chapitre pour parler cette fois-là du 9e jeu de la francophonie. La République démocratique du Congo dans le top 5 du classement général des médailles. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, 9 médailles déjà engagées en lutte libre, un succès éclatant pour le pays. Regardez. Les Léopards Lutte ont occupé la 2e place en lutte libre Jeux de la francophonie Kinshasa 2023, avec un total de 9 médailles, 2 en or, 4 argent et 3 bronzes. Lundi 31 juillet dernier, jour de la compétition, d'abord en version masculine, Mbo Aaron Isomi de la RDC a renvoyé au tapis le français Kunkahev Mokamad en finale de la catégorie des 97 kilos. Les Quinois arrachent ainsi la médaille d'or. Championnat Mounene. Après championnat du monde, c'est le jeu de la francophonie. On a tellement de parmi tout le monde. On a nationalité belé donc ça n'est tellement bien. Nazaki style na travail nanga. Ata ba souffrance, Nazaki déterminé au sa résultat. On a prouvé chef de l'état que et ça va jouer à tendre ba sala la médaille. Le président de la Fédération des luttes de la République démocratique du Congo, Eric Nzambi, revient sur la qualité de l'athlète et manifeste sa joie pour la moisson de tous les lutteurs. C'est le résultat d'un travail. Les médailles ne se ramassent pas, les médailles ne se donnent pas, mais les médailles se méritent, on l'a mérité. Le bilan est largement positif. Avant la fin de compétition, nous avons déjà 8 médailles, vous vous rendez compte. 8 et 2 en or. Là, on est en train de compétir, l'enfant qui s'est mabrouqué sur le tapis. Si on peut avoir l'or, on aura 3 or. Ou bien, mais donc, il aura une médaille d'argent. On en aura 9. On a commencé à travailler petit à petit dans l'ombre et voir les résultats. Au tableau final de médailles, on retrouve la Roumanie en tête avec 11 médailles, 6 en or, 2 argent et 3 bronzes. Suivi de la République démocratique du Congo, 9 médailles. La France, 3e, 6 médailles. Et parmi les disciplines culturelles à l'honneur au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa figure notamment l'exposition peinture des artistes peintres du pays. Membres de la francophonie ont exposé leurs œuvres auprès du jury chargé de sélectionner le meilleur. Le déroulé de ce concours avec Odilon Kayuma. Dans la discipline exposition peinture, au total, 20 artistes peintres de pays membres de la francophonie ont exposé leurs œuvres dans les allées du musée national situé à Lingwala. Les membres du jury présents ont examiné le travail fourni par les compétiteurs, artistes peintres. La majorité de jeunes, comme les souligne la Sénégalaise, présidente du jury. C'est important de donner l'occasion à ces jeunes-là de se confronter à la scène internationale et de pouvoir les juger, qu'ils puissent également avoir une évaluation de leur propre travail vis-à-vis des autres. Donc c'est des échanges, c'est de la confrontation de leur travail. Après avoir examiné les œuvres d'art exposées, les membres du jury vont se retirer pour sélectionner les meilleurs.
Au finish, les gagnants de cette discipline exposition peinture de 9e jeu de la francophonie auront droit à des prix alléchants. Le prix, c'est des médailles en fait. C'est des médailles, une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Et j'avoue que ça facilite beaucoup leur carrière, leur plan de carrière au niveau international. Signalons que dans cette compétition, quelques artistes peintres de la République démocratique du Congo sont alignés, en l'occurrence Glodimbela Mambweni. Centre international de médias aménagé spécialement pour le journaliste accrédité au 9e jeu de la francophonie. Dans ces centres de studio ont été mis en place pour les différents médias aussi des écrans géants qui le permettent de tout savoir sans se déplacer. Gaëtan Magalano. Dans cette cuisine de circonstances, la course contre la montre est lancée. Dans quelques secondes, 14h pile, les journalistes accrédités au jeu de la francophonie vont devoir se servir. Par contre, dans la grande salle, l'ambiance est tout autre. Cadres, photographes et journalistes partagent ce centre international de médias mis en place par le comité national de jeu. Je pense que les autorités ont tout fait pour que les communicateurs et les journalistes en particulier puissent avoir cet outil-là pour mieux communiquer autour des jeux de la francophonie qui se tiennent actuellement à Kinshasa. Et moi je dis que c'est super, il y a tout. Si le mur sont peints aux couleurs de jeu, l'estrade a été soigneusement aménagée pour les conférences de presse avec des écrans géants qui diffusent le programme du jour et les illustrations des activités quotidiennes. Et c'est très aménagé de façon que tout le monde puisse travailler dans de très bonnes conditions parce qu'on a ajouté beaucoup de choses, à part les studios, à part les plateaux de télé, on a la connexion 5G. En parlant de studios, la RTNC en a un. C'est nécessaire que la voix de la radio aussi puisse passer au travers des ondes, que la radio soit suivie non seulement au pays, mais à travers le monde. C'est ainsi qu'on a pris toutes les dispositions de faire une régie spéciale radio ici. Bonjour, comment trouvez-vous ces jeux de la francophonie? Situé dans la salle de banquet du Palais du Peuple, le Centre international de médias témoigne de cette volonté du gouvernement RD congolais par l'entremise du comité national de jeux de la francophonie de permettre aux chevaliers de la plume, du micro et de la caméra de travailler dans un cadre propre au développement. Mesdames et messieurs, bonjour. Derrière chaque caméra, aussi derrière vos postes téléviseurs, la magie s'opère dans un espace loin de tous. Ce soir, nous vous emmenons pour la toute première fois avec le directeur du Centre international de médias à la découverte de cet endroit. Voici ses coulisses dans une mise en scène de Gaëtan Magalano. Je suis Gaëtan Magalano de la RTNC, vous êtes Christophe Lindou, directeur du Centre SIM, le Centre international de médias. Coulisses aujourd'hui, vous faites le journaliste? Oh mais bien sûr, bien sûr. Okay. Papa, merci beaucoup. On va continuer plus tard. Nous nous retrouvons dans le centre nodal. En fait, c'est là que toutes les images des jeux arrivent, des camions de régie qui sont sur les lieux des sites. Toutes les images convergent ici. Et ici, il y a la production. Là, il y a la régie qui nous envoie les flux des images de tous les jeux, de tous les sites et les différents plateaux. Et à partir de ces images-ci, nous avons des directeurs qui justifient et qui dirigent quelle image, quel événement, quelle action ils veulent mettre sur les diffuseurs principaux, notamment la RTNC des jeux pour nous au pays, ainsi que TV5 Monde. Et lui, il vient de l'autre côté, hein, il vient d'autre centre. Je ne te vois pas ce micro, présente-toi. Rosenberg, Jean-Marc, Studio Tech Belgique. Studio Tech Belgique. Et quel est ton rôle ici, Jean-Marc? Nous, à part te taquiner. Ici, nous sommes au centre RTDH, qui veut dire la régie télévision host de diffusion. Et toi, ça va, la forme? Écoute, ça va bien. Aujourd'hui, on va faire encore une belle journée. Oui. En athlétisme. On reçoit le ministre de la Culture dans quelques instants. Le plateau à côté? À côté, sur et on est chaud bouillant. On est chaud bouillant, j'ai envie de te dire, on est francophonique. Francophonique. Voilà, exactement. Parfait. Bon, ils sont en pleine séance de travail, donc je ne l'ai pas dérangé. Bon, ici, on ne va pas faire beaucoup de bruit, il y a peut-être une mission en cours, effectivement. Nous sommes sur le plateau de la RTNC et en colloque avec TV5. Nous viendrons le revisiter plus tard. Pour l'instant, on laisse travailler.
Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Lucien Lundula. Il est le directeur général du FONAREV, Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit des victimes. Monsieur Lucien Lundula, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame José Baïtouambo. Alors après la journée aujourd'hui dédiée aux parents, ici en République démocratique du Congo, demain déjà c'est la commémoration collective de la journée nationale d'hommage aux victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes graves en République démocratique du Congo. Que peut-on comprendre de cette journée? Écoutez Madame, ça fait déjà presque 10 ans que la société civile de la République démocratique du Congo commémore toujours le 2 août cette journée. C'est une journée nationale en mémoire de toutes les victimes de violences sexuelles en temps de conflit et des victimes graves commises en République démocratique du Congo. Donc cette commémoration a toujours été faite au niveau de l'écosystème de victimes ici en République démocratique du Congo. La particularité demain, c'est que ce sera la toute première fois que cette journée sera institutionnalisée. C'est-à-dire qu'il y a eu la loi FONAREV en décembre de l'année passée, la loi 25/065 qui instaure le FONAREV, et dans son article 28, il a été institué les génocostes. Et ces génocostes, c'est une manière de reconnaître officiellement qu'il y a eu des crimes, des graves crimes ici dans ces pays, et que nous, en tant que Congolais, nous devons reconnaître cela. Et demain, ça sera en tout cas commémoré par l'ensemble des institutions de la République. Vous l'avez dit tout à l'heure, M. Lucien Lundula, que cette journée a toujours résisté. Elle a vécu avec la société civile, mais demain, il y a l'implication des institutions du pays. Pourquoi cette année? Pourquoi cette implication? Il s'agit là, Madame, tout simplement d'une volonté politique, non seulement du chef de l'État et des institutions de la République, pour que nous, en tant que Congolais, nous reconnaissons de manière officielle qu'il y a eu génocide dans ces pays, que si nous, en tant que Congolais, nous commençons à sensibiliser nos propres populations pour reconnaître qu'il y a eu effectivement des crimes graves en République démocratique du Congo, ça sera peut-être un élément déclencheur au niveau de la communauté, non seulement nationale et internationale, que nous puissions effectivement rendre honneur à nos victimes et aux personnes qui ont porté secours à ces victimes. Surtout avec la présence des invités de pays francophones ici. Hein? En effet, nous avons voulu saisir l'opportunité du jeu de la francophonie qui se déroule à Kinshasa pour que ce qui est solidarité entre les athlètes et la République démocratique du Congo. En effet, la plupart d'athlètes et des autorités présentes à Kinshasa vont se retrouver dans un programme qui est assez riche en activités, dont la place des évolués. Il y aura toute une série d'activités où les personnes, aussi bien le commun, le citoyen lambda congolais, pourra venir allumer sa bougie. Mais on invite également les athlètes qui, eux, commenceront toutes les activités demain avec une flamme, d'abord une minute de silence, et tous ces athlètes défileront à la place des évolués pour allumer leurs bougies. Et puisque vous en parlez, comment se présente justement le programme des activités de la journée de demain? Le programme des activités du Génocos débutera par le premier citoyen de la République, le chef de l'État, qui lui-même ira déposer sa gerbe de fleurs à la place des évolués. Et par la suite, il y aura un programme officiel au niveau du chapiteau de l'OUA où les autorités seront invitées non seulement à écouter des témoignages des victimes qui sont ici présentes en Kinshasa, mais cette activité non seulement se déroule au niveau de l'OUA où il y aura les autorités, mais à travers la République démocratique du Congo, de Kananga à Bunia, Goma, même à Matadi. Il y a toute une série d'endroits en République démocratique du Congo où on commémorera cette activité. Oui, on va terminer avec vous, M. Lucien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant? J'inviterai toute la communauté, nos compatriotes, de par toute la République démocratique du Congo, de venir, ceux qui sont à Kinshasa en tout cas, de passer à la place des évolués pour allumer leurs bougies en
en mémoire de toutes ces victimes et des crimes graves qu'il y a eu dans ces pays, parce qu'il est temps qu'aujourd'hui, que nous, en tant que Congolais, nous puissions reconnaître qu'il y a eu des crimes graves dans ces pays et que ces crimes, nous le considérons comme étant un génocide qui a été organisé pour des raisons économiques dans ces pays, et nous tenons à ce que cela soit dit ici au Congo et que ça soit compris également au niveau international. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, d'avoir répondu à notre invitation. À la prochaine. Merci beaucoup, Madame. Nous recevons sur ce plateau le directeur général du FONAREV, il s'appelle Lucien Lundula. Dans le reste de l'actualité, je suis venu en mission d'itinérance normale, ordinaire pour m'enquérir du fonctionnement de la province au propos du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité à son arrivée hier à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Touélé. Peter Kazadi Kankonde a été reçu à l'aéroport national d'Isiro Matari par le gouverneur Christophe Bassianenanga. On en parle avec Damas et Soleke Solekaya Japami. C'est dans la tombée du soleil et dans une atmosphère fraîche que l'aéronef transportant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, en mission officielle au chef-lieu de la province du Haut-Tuélé, s'est posé sur le tarmac de l'aéroport national d'Isiro Matari, au bas de la passerelle. Peter Kazadi Kankonde est salué par le gouverneur Christophe Bassianenanga, suivi des membres du comité provincial de sécurité. Après les honneurs de la police nationale congolaise, le patron congolais de l'Intérieur passe les troupes en revue avant de recevoir les ovations des officiels et des chefs coutumiers sous des cris de liesse des militants et cadres de partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, venus lui réserver un accueil digne de ce nom. Et Peter Kazadi de préciser. Je suis venu en mission d'itinérance normale, ordinaire, pour un ministre de l'Intérieur que je suis, m'enquérir du bon fonctionnement de la province et en même temps voir avec les différents responsables territoriaux comment fonctionne la province. En même temps, encourager la population de Haut-Touélé, leur transmettre les messages du chef de l'État qui y a toujours à l'esprit leur vécu quotidien et qui, par cette occasion, me charge de les transmettre ces salutations chaleureuses en attendant que dans les jours qui viennent, lui-même puisse se rendre ici. Juste après, le long cortège prend la direction du centre-ville d'Anouarité. Pas de repos. Pour lui, au terme d'un aparté avec le gouverneur Christophe Bassianenanga dans son cabinet, Peter Kazadi Kankonde préside en la salle qui balue du gouvernorat pendant plusieurs heures une réunion du comité de sécurité élargie à laquelle participent, outre le gouverneur Christophe Bassianenanga et ceux habituellement conviés, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, ceux de la magistrature et autres. Question pour lui de s'imprégner en amont de l'état des lieux de la province du Haut-Tuélé avant tout autre contact. Le barrage de Kakobola d'une capacité de 10,5 mégawatts va bientôt apporter de la lumière dans 3 grandes agglomérations de la province du Kwilu, à savoir Kikwit, Gungu et Idiofa. Le ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze, en a eu le cœur net après la réunion avec la coordination GCK et l'ambassadeur de la RDC en Inde. Les détails avec Marie Kalong. L'électrification des villes de Kikwit, Gungu et Idiofa dans la province du Kwilu n'est plus pour longtemps. Et ce, grâce à l'achèvement des travaux du barrage hydroélectrique de Kakobola de 10,5 MW. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Mkaleng, a présidé une importante réunion sur la finalisation des travaux. Réunion à laquelle a pris part la coordination du projet GCK, la délégation indienne chargée de la construction des lignes de transmission et l'ambassadeur de la RDC en Inde. Nous avons une très bonne discussion avec son agent, une discussion très productive. Nous sommes à la dernière étape du projet. Il y a certains points très critiques qu'il fallait discuter pour l'achèvement du projet. Nous avons été en mesure de résoudre la plupart d'entre eux. Nous sommes en train d'arriver à la ligne au finish et nous pensons que dans quelques mois, cela sera possible. Nous serons en mesure de pouvoir électrifier ces 3 principaux agglomérations. Il y a quelques missions catholiques dans les environs. Son Excellence nous a aussi recommandé certaines petites industries qui sont dans les parages qu'il faut donner de l'électricité. Selon Mohan Pori, chargé de la construction des lignes de transmission, le retard est dû au manque d'équipement affecté aux lignes.
Il y a certains équipements affectés aux lignes de transmission qui ont pris du retard. Nous allons les finaliser, principalement pour les traversées des rivières, comme ça demande des matériaux spéciaux. Le ministre Mouinze travaille pour l'électrification de ces 3 agglomérations de la province du Kwilu qui rentrent dans la matérialisation du programme de développement local 145 territoires. Un programme initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le comité de gestion de l'Office national de transport ONATRA ne dort pas sur ses lauriers. Il multiplie des actions et de rencontres avec le ministre de tutelle Marc Kelali Kombo, ceci pour trouver des investissements afin de redonner à cette entreprise de l'État ses lettres de noblesse. Commentaire Jean-Pierre Ndolo de Mazon. La salle des réunions de l'ONATRA SA a abrité le mois dernier une double réunion à laquelle a pris une part active le ministre des Transports, voies de communication et de désenclavement Marc Ekila, d'abord en visioconférence avec le groupe d'investisseurs turcs de OnTech Group, ensuite en présentiel avec l'entreprise Ariz. Avec les réseaux d'investisseurs turcs OnTech Group, les deux parties ont tablé sur le projet dans le cadre des transports fluviaux portant sur l'acquisition par l'ONATRA SA des bateaux-taxis pouvant faciliter la mobilité de 1200 passagers permettant de quitter les quartiers périphériques vers le centre-ville en 45 minutes en utilisant le fleuve sans embouteillage. L'autre volet du projet porte sur le transport des marchandises par des gros bateaux pouvant transporter 50 remorques, 300 véhicules et 500 passagers dont les modèles ont été présentés à l'ONATRA. S'agissant de la société Ariz, il était question de trouver les moyens de finaliser les discussions sur la signature d'un contrat de partenariat en vue de la réhabilitation des chemins de fer Kinshasa-Matadi. À ce sujet, ONATRA et Ariz se sont donné un délai de 10 à 15 jours pour boucler les textes dans leurs aspects juridiques, économiques et politiques au fin de la signature du contrat de partenariat pour la réhabilitation du chemin de fer Kinshasa-Matadi. 9e jeu de la francophonie, une occasion pour les entrepreneurs de la RDC de créer de petits commerces. Une entrepreneur dont cet élément vous explique le bien fondé de l'entrepreneuriat. Il est vrai, madame, que le Congolais est très accueillant et le Congolais est de nature heureux. Mais au-delà de ça, j'ai vu ce Congolais vraiment dans la joie. Et dans cette joie, j'ai découvert de la fierté. Le Congolais est fier de lui. Le Congolais est fier du Congo. Le Congolais est fier de la francophonie. Bravo aux organisateurs, bravo à la nation. Et en gros, c'est le Congo qui gagne. Nous évoluons dans le textile et là, nous concevons des pagnes. Nous habillons la femme africaine, la femme congolaise. Nous le savons bien, madame, que la phrase française qui dit « l'habit ne fait pas le moine », mais souvent on reconnaît le moine à travers son habit. Et l'Africain est reconnu à travers son habit en général, mais en particulier à travers le wax Momoseka. Nous concevons des pagnes personnalisées. La raison d'être ici aujourd'hui, des pagnes personnalisées pour les églises, pour les potentiels candidats à la députation, à la présidentielle et tout. Voilà, des pagnes personnalisées où nous vous donnons l'opportunité à moindre prix d'avoir votre effigie, votre logo, votre visage, hein, avec des mots simples comme l'a fait l'une de nos clientes. Et pour ceux qui n'auront pas le temps de souscrire pour obtenir des pagnes personnalisées, ils peuvent aussi se procurer d'autres pagnes à des prix vraiment raisonnables. Nos pagnes personnalisées, je commencerai par ça, nous avons des pagnes à 3,5 $, 4,5 et 5,5. Là, c'est pour les pagnes personnalisées. La commande, c'est à partir de 2000 pièces. Donc, la petite quantité est de 2000 pièces. Et pour d'autres pagnes, donc les no-name, comme on les appelle, les pagnes no-name, donc les pagnes simples, non personnalisées. Vous pouvez les avoir à 3,5, 4,5 et 5,5 $. Nous pouvons vous livrer jusqu'à 1 200 000 pièces. Ça ne pose aucun problème. Partout où vous vous trouvez, à Kinshasa, nous livrons en République démocratique du Congo, sans faute.
Nous demandons à tous les potentiels clients de nous appeler. D'abord au plus 243 97 22 89 300. Là, vous allez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, le wax de Maman Moseka. Nos bureaux au centre-ville, nous sommes au 5e et au 6e niveau de l'immeuble Voulambo. L'immeuble Voulambo se trouve sur le boulevard du 30 juin, croisement boulevard du 30 juin, Wangata, 5e et 6e niveau. Nos boutiques, nous sommes sur Louvois, Kato et Chuapa. Mais pour les commandes, nous préférons à ce que les clients puissent venir dans nos bureaux et là nous pouvons vous accueillir et vous parler en long et en large des pannes personnalisées. Le wax de Maman Moseka, disons, est l'œuvre d'une Congolaise, est l'œuvre d'une Africaine, est l'œuvre d'une Quinoise. Alors nous appelons tous les potentiels candidats. Vous avez besoin des pannes personnalisées. Nous sommes là à des prix hors concurrence. En tout cas, le wax de Maman Moseka disponible pour tout le monde. Près d'une centaine de micro, petites et moyennes entreprises provenant de 15 provinces de la RDC vont se partager une enveloppe de 1,8 million de dollars américains, mécanisme de financement du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat qui en est à la 3e cohorte tenue hier à Kinshasa. Un reportage de Marthe Mangaza et Jean-Richard Kalala. Dans sa détermination à rendre palpable la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'entrepreneuriat, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle, a organisé le lundi 31 juillet sous le haut patronage du ministère de Petites et Moyennes Entreprises une 3e cohorte qui a mis en faveur de 90 projets issus de micro-entrepreneurs de 15 provinces de la RDC une somme d'1,850,000 $ américains pour leur fonctionnement. Empêché, le patron de l'entrepreneuriat Petite et Moyenne Entreprise, Désiré Nzinga Birianzé, s'est fait représenter par son collègue du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, qui a salué l'audace de ces entrepreneurs, mais également le dévouement du FOGEC dans sa lancée entrepreneuriale. Faire du FOGEC la dernière tentative dans le défi de créer et promouvoir de milliers de jeunes entrepreneurs congolais, un vœu émis par le directeur général du Fonds de garantie sur l'entrepreneuriat au Congo, Laurent Munzemba, au cours d'une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs autorités et membres du gouvernement, notamment celle du ministre de Communication et Médias Patrick Mouyaya Katemboué et son collègue de la jeunesse Yves Bonkoulou. 20 entrepreneurs parmi les 90 projets dont la rentabilité a convaincu le FOGEC évoluent à Kinshasa. Avec un chèque de 50 000 $, Blanchard Kalakanka a raflé le plus gros financement pour son entreprise des transformations d'eau potable. Et les filles et fils du Kasaï oriental s'investissent pour le développement de cette partie du territoire national. À Mbujimaï, le ministre José Panda a procédé à l'installation de forages d'eau pour soulager la population du quartier Monde Arabe. Marie Kalon nous en dit un peu plus. La population du quartier Monde Arabe et celle de Bipemba, dans la province du Kasaï oriental, peuvent s'approvisionner facilement en eau potable, non loin de leur habitation. C'est grâce à la borne fontaine disposant 4 robinets, construite par la fondation Panda Wetu du ministre de l'Agriculture, Maître José Panda Kabango. Pour Madame Christine Chiboya, fédérale du parti Congo Espoir, dont Maître José Panda Kabango est autorité morale, qui a représenté la PCA de la fondation Madame Jimmy Panda à cette cérémonie, cette œuvre qui s'inscrit dans la vision du président de la République est à saluer. L'eau est un besoin inhérent à la vie de l'homme. Ainsi, avec cet ouvrage, nous croyons fermement que cette partie de la population pourra être desservie en temps réel. Après l'inauguration par l'administrateur du territoire de Lupatapata, la population s'est vite servie en cette denrée vitale dont la régie de distribution d'eau peine à offrir convenablement aux habitants de Mbujimaï, n'a pas tari d'éloges envers le couple Mpanda. Très vieille que je suis, j'avais toujours du mal au cou à cause des grandes distances parcourues. Maintenant que nous avons l'eau près de nous grâce à José Mpanda, que Dieu du ciel et nos ancêtres les protègent et que ses ennemis soient condamnés.
Selon l'ingénieur qui a procédé au forage, celui-ci a la capacité d'au moins 10 mètres cubes heure, soit 240 mètres cubes le jour. Et face à la difficulté d'énergie électrique pour alimenter la pompe, il a prévu une station solaire. Il faut enfin dire que cet ouvrage purement philanthropique est la concrétisation de l'une des promesses que Maître José Mpanda Kabangu avait faites à ses électeurs aux législatives de décembre 2018. Avec sa fondation, d'autres actions sont menées, notamment la formation gratuite en coupe et couture et l'initiation à la microfinance en faveur des femmes et autres femmes du Kasaï oriental. Il a pris la mesure de la tâche pour venir en aide aux femmes maraîchères du quartier Djelombinza. Didier Mundela, président national de l'essor pour la République, a communié avec la population de ce coin de la commune de Ngaliema. D'autres détails dans ce commentaire de Cédric Kenina. L'un des moments forts de cette journée dominicale, c'est cette descente dans les sites de maraîchères de la commune de Ngaliema. Sur place, le président de l'essor de la République, Didier Mundela, a voulu s'imprégner de la réalité et des besoins réels de ces femmes courageuses qui labourent la terre dans des conditions parfois difficiles. Accompagné du curé de la paroisse Sainte-Cécile, l'ingénieur Didier Mundela s'est dit très marqué et a promis de s'impliquer davantage pour le désenclavement de ces quartiers. Il fallait que je vienne voir, sur invitation de l'abbé Yvan, venir voir un peu Ipen quartier Djelo, pour voir un peu la réalité, tâter la réalité. C'est vrai que nous sommes en train d'aller vers les élections, mais il faut aussi être proche de la population. Cette même population qui souffre. Nous parlons au nom de la population, mais nous restons loin de la population. Pourquoi rester dans le centre-ville? Et sachant que nous avons besoin de ces électeurs, nous avons besoin de savoir quelles sont leurs difficultés pour pouvoir leur venir en aide. Bien avant, le président de l'essor a communié parfaitement avec les fidèles de la paroisse Sainte-Cécile d'Ngaliema. En vrai chrétien catholique et baptisé, béni par deux papes, Jean-Paul II et François, et assis dans la masse, il a suivi religieusement l'homélie du curé de cette paroisse, abbé Yvon, qui est revenu sur la sagesse, cette disposition d'esprit qui dépasse toute richesse, comme l'avait bien remarqué le roi Salomon. Didier Mundela a clôturé cette journée en beauté en appelant sa base à un soutien inconditionnel aux actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et lui accorder un second mandat au scrutin de 2023. En santé, 962 infirmiers ont prêté serment d'engagement pour sauver le vie humaine. C'était en présence du ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba, activité organisée par l'Institut pilote de sciences de santé à l'occasion de la journée nationale des infirmiers célébrée le 31 juillet de chaque année ici en RDC Rodé Panda. Le 31 juillet, une grande journée nationale dédiée à la corporation infirmière de la RDC. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, en compagnie de son vice-ministre Serge Olen, ainsi que de Madame le ministre provincial de la Santé de Kinshasa, est allé encourager ces professionnels de seringue. Une célébration marquée d'un cachet spécial avec la prestation de serment de 962 récipiendaires infirmiers qui prennent l'engagement de sauver des vies humaines. Et le président de l'Ordre national des infirmiers, André Kombadjeko, a pris acte de leur serment. Ce, avant de préciser à l'endroit de leur ministre de tutelle de l'adhésion de la communauté infirmière à la vision du chef de l'État sur la couverture santé universelle. Kombadjeko a en outre plaidé en faveur des infirmiers pour la surveillance des malades services, qui devrait être assuré par la police, étant donné que l'infirmier, dans sa formation, il n'a pas appris à garder ou veiller sur les patients hospitalisés. Patron de la santé en RDC, le docteur Samuel Roger Kamba a rassuré les assermentés de la bonne volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et de son gouvernement d'améliorer l'accès par la population congolaise aux soins de santé de qualité à la bourse de tous, sans oublier les meilleures conditions de travail des prestataires. Au président de l'Ordre national, un certificat de mérite et à certains infirmiers, des diplômes et autres cadeaux leur ont été remis, geste d'encouragement pour de loyaux services et initiatives. Plusieurs délégations africaines ont rehaussé de leur présence cette cérémonie.
Célébration du 20e anniversaire de l'entérinement de l'accord global et inclusif du 1er au 2 avril 2003 organisé par Salama Women's Institute et WOPA. Les femmes pionnières ayant participé aux différents processus de négociation de la paix en RDC étaient honorées dans cette activité, nous dit Emmanuela Commissaire. Elles étaient à l'honneur, ces femmes pionnières ayant participé aux différents processus de négociation de la paix en RDC. C'était à l'occasion du 20e anniversaire de l'entérinement de l'accord global et inclusif du 1er au 2 avril 2023 organisé par Salama Women's Institute et WOPA. Un moment qui a permis à ces femmes de faire le bilan de l'engagement des femmes dans le processus de paix en RDC et son impact sur les jeunes générations. Après Sun City, je suis allé à Boston dans l'organisation Women Waging Peace, où j'ai représenté le Congo et les résolutions de paix. Pourquoi on a pris la résolution 1325 après notre rencontre de femmes congolaises. Les femmes qui ont contribué, qui se sont mobilisées pour apporter, construire la paix à RDC. Et c'est une grande journée pour nous. Donc ce sont des actrices de paix, des pionnières qui ont travaillé au niveau de toutes les composantes et entités à l'époque, mais nous voyons l'intérêt commun, la RDC. Une stèle a été inaugurée au Musée national en présence de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, inscrivant tous les noms de ces pionnières, une manière de leur rendre hommage. C'est ce jeudi 3 août que le Bureau de réception et traitement des candidatures de la CENI pour la députation provinciale et conseillers communaux ouvre les portes sur l'ensemble du territoire national. L'annonce a été faite hier par Denis Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale. L'indépendance était au cours d'un cadre de concertation CENI, partis politiques, regroupements et candidats indépendants. Teti Samba. Devant la presse, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a condamné les actes inciviques de violences physiques ou verbales entre les candidats perpétrés par quelques groupes de personnes le week-end dernier. C'était au cours du cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques et candidats indépendants en la salle de conférence internationale des affaires étrangères, en présence notamment du deuxième vice-président, du rapporteur adjoint, du questeur de la CENI ainsi que les membres de la plénière. Occasion pour numéro 1, la centrale électorale de réaffirmer la détermination de son institution à organiser les élections transparentes, crédibles, inclusives et surtout dans un climat apaisé. Denis Kadima Kazadi a appelé les acteurs politiques à aider la CENI à tenir cette promesse, invitant les compétiteurs à un débat d'idées, tout en écartant toutes les formes de violence. Le numéro 1, la centrale électorale, a par ailleurs indiqué que l'incendie qui a détruit il y a quelques jours l'entrepôt de la CENI de Bukavu n'est pas susceptible d'empêcher l'ouverture le 3 août 2023 des bureaux de réception et traitement des candidatures pour la députation provinciale et les élections communales dans le Sud Kivu. Auparavant, le deuxième vice-président Didier Manaralinga a félicité l'ensemble des partis et regroupements politiques ainsi que les candidats indépendants qui se sont présentés aux différents BRTC pour le dépôt de leur dossier pour la députation nationale. Dans la foulée, le directeur juridique Edi Kisile, complété par le directeur de cabinet adjoint Daf Banza, ont édifié l'assistance en exposant sur le cadre légal des dépôts des candidatures aux élections provinciales et communales, en plus des mesures d'application de la loi, avant que le directeur des opérations, Youssef Senda, n'aborde la question de procédure qui guide la réception et traitement des candidatures. La partie interactive faite de questions-réponses a jeté de la lumière sur un certain nombre de préoccupations soulevées par l'assistance. L'Institut facultaire accueille le 19e colloque de l'Association française de l'éducation comparée et des échanges. Cette activité de 3 jours a pour objectif d'échanger sur les enjeux de la réforme du système éducatif congolais et faire des propositions d'action concrètes. Jean-Richard Kwale sur les images de Dieu merci Suika. De questions-réponses a jeté de la lumière sur un certain nombre de préoccupations soulevées par l'assistance. Dernier, quand débutait le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. C'est dans cette optique que l'Institut facultaire des sciences de l'information et communication a organisé mardi 1er août 2023 l'ouverture du 19e colloque
international de l'Association française d'éducation comparée et des échanges. Le message est clair, l'éducation en contexte de crise, une question prioritaire pour l'éducation comparée. C'est le thème abordé au cours de ces discussions qui auront lieu durant 3 jours et qui tourneront autour des enjeux de la réforme du système éducatif congolais afin de proposer des actions concrètes. Un colloque qui a connu la participation notamment du recteur de l'IFASIC, son secrétaire général académique, le directeur général de la délégation générale de la francophonie en RDC et des intervenants venus d'Afrique et d'ailleurs. La thématique de ce 19e colloque de l'AFDC, c'est l'éducation en contexte de crise. Toutes ces problématiques nous intéressent pour voir comment, à partir d'un cadre comme celui-ci, où on a des enseignants-chercheurs qui viennent de tous les 5 continents, c'est des intervenants de très grande qualité. On espère qu'à partir de leur contribution, de leurs propositions, notre pays pourra tirer des leçons pour que nous puissions redresser et requalifier notre système éducatif. La question sur l'intégration des langues nationales dans le système éducatif congolais et africain a été également évoquée. Et l'Université catholique du Congo a clôturé hier lundi l'année académique 2022-2023 lors d'une cérémonie de collation des grades académiques. Plus de 50 lauréats de différentes filières sont sortis de cette institution. Reportage Iverson Kababa. L'amphithéâtre est archi-comble. Professeurs, étudiants, parents et autres invités, tous ont répondu présents à la double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Université catholique du Congo. Prenant la parole à cette occasion, le recteur de cet alma mater, professeur Abbé Léonard Santedi, a rendu grâce à Dieu pour la protection et son amour manifesté au cours de cette année académique. Il s'en est suivi la proclamation des résultats des lauréats par différents doyens des facultés. Les étudiants et étudiantes qui ont terminé la licence LMD, le master LMD et le DEA plus doctorat LMD ont chacun reçu des titres académiques correspondants. Le recteur Santedi a salué ces valeureux lauréats formés avec compétences et valeurs éthiques, parmi lesquels plus de 50 à master des domaines précités et docteur à thèse à être les vrais ambassadeurs de l'ICC dans la vie professionnelle. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.